Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog qui va être un 24 heures readathon. J'ai trop hâte de refaire ce genre de petit challenge, donc c'est parti pour lire pendant 24 heures. Voilà, donc c'est pas 24 heures d'aujourd'hui jusqu'à demain, c'est 24 heures vraiment de lecture où à chaque fois que je terminerai une lecture, je vous dirai par exemple combien de temps j'ai passé sur cette lecture là et j'additionnerai le temps que j'ai passé sur telle ou telle lecture au fur et à mesure de la vidéo jusqu'à arriver à 24 heures de lecture au total. Donc j'ai sorti déjà une énorme pile à lire dans laquelle je vais piocher pour mes lectures pour ce challenge. Alors j'ai déjà sorti pas mal de services de presse que j'ai reçus récemment puisque ça me tente énormément, j'ai très envie de les lire. J'ai également envie de vous donner un petit retour sur des sorties du mois de novembre notamment. Donc je vais déjà piocher parmi ces 3, 4, 5, 6 titres là. 3 titres qui sont assez courts et 3 titres qui sont un petit peu plus des briquettes. Voilà. Donc voici déjà la première petite pile et alors après je vous ai fait voter du coup dans mon vlog précédent pour savoir quel titre de ma palle perso je vais également lire dans cette vidéo et je vous présenterai après du coup les 3 titres que j'ai présentés dans ma vidéo d'avant et je vais attendre d'avoir les résultats du temps de plusieurs jours pour que vous ayez le temps de voter dans ma vidéo précédente, comme ça je vous annoncerai le résultat du petit gagnant un peu plus tard dans la vidéo. Alors au niveau des titres que j'ai très envie de lire dans cette vidéo, on a déjà Corps Céleste de Imani et Ryu qui me tente trop. Voilà, j'avais très envie de le sortir depuis tant que je l'ai reçu, j'ai pas encore réussi à le sortir. Là il est dispo en librairie puisqu'il est sorti le 6 novembre. C'est une petite briquette de 550 pages. Voilà, vraiment ça a l'air trop cool puisqu'on nous marque en trope, astrologie, allié, prophétie, magie, couteau à la gorge, proximité forcée et royauté. Ça a l'air trop bien, j'ai entendu que de bons avis sur cette série là depuis qu'il s'est sorti en VO, donc j'ai très envie de me faire mon propre avis dessus. Donc déjà, premier titre que j'aimerais bien lire dans cette vidéo là. Le deuxième, c'est un titre que j'ai reçu des éditions Korrigan il y a 2 jours je crois, qui est Sur la peau des sorcières de Miranda Lynn. Ça me tente trop puisqu'on va parler sorcellerie, également parler d'une compétition de sortilège, que notre héroïne va devoir participer à des joutes de sorcellerie afin de savoir qui sera la personne qui va remplacer la chef de son coven qui vient d'être assassinée. Donc il va y avoir ce genre de joute là, mais je pense qu'on va également potentiellement avoir une petite enquête sur qui a assassiné sa chef, je pense. Ça a l'air vraiment très cool. Je vous ai dit des bêtises la dernière fois quand je vous le présentais dans mon vlog, c'est pas une duologie, c'est une trilogie. Voilà. C'est l'autre série de l'autrice qui va sortir aux éditions Roncière qui est une duologie. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, donc ça c'est bien une trilogie. Ensuite, j'ai également une petite romance à sortir. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner avec ce titre-là. C'est Kiss the Sky de Krista et Becca Ricci. On est sur le tome 4 de la série Addicted. Et là, on a des nouveaux POV dans ce tome 4. Donc j'ai très envie de lire ce titre-là, mais pareil, c'est une petite briquette. Et alors après, au niveau des titres qui sont globalement plus courts, j'ai tout d'abord La Cour du Dragon, qui est du coup le deuxième tome de cette série d'Ormantessi où on a des métamorphes dragons, où on a un harem inversé. Il fait 280 pages, donc je pense que ça va se dévorer. J'aimerais bien le lire assez rapidement. Peut-être que je commencerai par celui-là, je sais pas encore, mais j'aimerais bien le sortir puisqu'il est vraiment très court. Pas forcément me prendre très longtemps au niveau de la lecture. Ensuite, il y a le 3e tome de la série Charming Cove, donc c'est Dictionnaire amoureux des loups-garous de Lindsay Hall. J'ai trop hâte de lire ce tome 3 et de conclure cette petite série urban fantasy, on va dire, je sais pas trop dans quoi classer, de rom-com paranormal plutôt, voilà. On va suivre une sorcière qui a du mal avec ses dons et en fait dans cette série, chaque tome c'est des livres indépendants mais on est toujours dans cette petite ville de Charming Cove et là il va y avoir une petite romance avec un loup-garou, voilà, donc j'ai trop hâte. Le dernier titre que j'ai sorti c'est De Soufre et de Miel de A.N. Payton, qui est le premier tome de la série Alliance Éternelle. On est ici sur une duologie où on va parler de vampires, de sorcellerie, de démons, voilà, donc j'ai vraiment très hâte de voir également ce que ça va donner. Et c'est pas un roman qui est très gros, il fait 390 pages, mais c'est écrit assez gros à chaque fois chez Bookmark, du coup on les voit pas passer, les 400 pages. Alors pour les titres pour lesquels je vous ai demandé de voter dans ma vidéo vlog précédente, du coup c'est Bonds of Hercules le tome 2, Forged by Malice qui est donc le tome 3 de la série Beast of the Briar, et il y a également Spark of the Everflame. Donc il y a ces 3 titres là que j'ai mis en vote. Voilà, donc un tome 2 de trilogie, un tome 3 de...
je sais pas, 6 tomes, 7 tomes, je sais jamais sur cette série-là, et un premier tome de tétralogie. Je ne sais pas encore quel titre va remporter ce sondage, je sais pas quel titre je vais devoir lire dans cette vidéo-là, mais je vous partagerai très certainement les résultats, peut-être pas dans le prochain clip puisque je vais laisser quelques jours pour que les personnes puissent voter tranquillement, mais je vous partagerai au fur et à mesure de la vidéo. De toute façon, j'ai déjà de quoi faire au niveau lecture, donc je suis pas en attente vraiment du résultat du sondage, donc je vous partagerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Voilà pour la petite sélection de cette potentielle pilière pour cette vidéo 24 heures readathon. J'ai vraiment très hâte de commencer ce petit challenge là, donc on va se poser, là pour moi ça va être le début du week-end, donc je vais pouvoir essayer de bien lire là ce week-end, essayer de bien avancer. On verra bien ce que je vais lire, je vous avoue que je sais pas encore quel titre va m'accompagner directement. Je me dis est-ce que je commence par un livre court ou alors est-ce que je garde un livre court pour lire entre deux briquettes? Ça c'est toujours la question. De toute façon vous verrez dans le prochain clip vers quel titre j'ai décidé de partir. C'est parti pour faire un premier update dans cette vidéo 24 heures readathon. Alors j'ai avancé dans ma première lecture et comme vous avez pu le voir dans les clips précédents, j'ai commencé Corps Céleste de Imani et Ryu et je dois vous avouer que pour l'instant j'adore, vraiment j'adore ma lecture. Alors au niveau du temps pour ce challenge, je suis arrivée à 5h14 pour l'instant. J'en ai lu 400 pages, voilà je suis arrivée juste ici pour l'instant. Il me reste 150 pages pour le terminer. Je voulais venir vous faire un premier update puisque je vous avoue que pour l'instant, si jamais j'aime autant les 150 dernières pages que ce que j'ai aimé les 400 pages pour l'instant, ça va être un petit coup de cœur. Vraiment, j'aime trop ma lecture et c'est une excellente surprise. Alors j'avais vu de très bons avis quand elle était sortie en VO, c'est aussi pour ça qu'il me tentait autant. Mais je dois dire que je suis trop bien dans l'histoire. Je m'attendais quand même pas à aimer autant. Et ouais, que ce soit le monde, l'intrigue, les personnages, la romance, vraiment j'aime tout. Donc je suis vraiment très contente d'aimer autant et même au niveau du style d'écriture je trouve que ça se lit vraiment tout seul. Je mets un petit peu de temps de lecture dessus puisque c'est les éditions Roncière et bon les pages sont quand même assez bien remplies. Donc ça me prend quand même un petit peu de temps de lecture et c'est un premier tome de série donc le temps d'apprendre un petit peu à connaître les personnages, à connaître l'univers. Je mets toujours un petit peu plus de temps de lecture qu'une suite de série par exemple. Dans cet univers qu'on appelle la Célestie, vous allez retrouver plusieurs royaumes. Chaque royaume a pu être béni par des astres différents, par 3 astres différents à chaque fois. Ces astres c'est un petit peu les dieux en fait de ce monde-là. Ils ont pu donner un petit peu de leur magie au royaume, ce qui fait que dans chaque royaume vous allez pouvoir retrouver 3 types de magie différentes. Donc il y a des personnes qui sont dotées d'un seul type de magie, des personnes qui sont dotées de 2 types de magie, et les cas extrêmement rares c'est les personnes qui ont les 3. Et on va dire que c'est le cas du coup de notre personnage principal qu'on va suivre ici, qui est le personnage de Elara, qui est une jeune femme où au début de l'histoire ça va pas vraiment bien se passer pour elle puisque c'est une princesse, Astéria, et au tout début de cette histoire il va y avoir un drame puisque ses parents vont être assassinés par un astre. Vous avez le dieu de la guerre qui est Ariette qui va venir dans son château et qui va venir assassiner ses parents.
puisque il aurait eu vent d'une certaine prophétie qui concerne justement Elara. Elara qui vient à peine de connaître cette prophétie également, puisque ses parents lui ont toujours caché ce qu'on avait dit lors de son baptême. Donc cette fameuse prophétie dit qu'Elara tomberait amoureuse du roi des astres, et en gros ça causerait leur perte à tous les deux. Donc Harriet n'est absolument pas content de cette prophétie-là, vu que ça le concerne également. Donc il décide de venir et de tuer Elara et de tuer également ses parents, puisque ses parents lui ont caché cette prophétie aussi. Donc réussir à tuer toutes les personnes qui étaient présentes dans la pièce grâce à sa magie, mais lorsqu'il va vouloir tuer Elara, il ne va pas y arriver. Si elle était insensible à sa magie, comme si elle était protégée mais on ne sait pas par quoi, et donc elle va réussir à s'en sortir, elle va réussir à échapper à ce massacre-là, mais elle va finir par être capturée directement et on va la faire prisonnière. On la suit d'un premier chapitre où on est en train de l'emmener quelque part mais on ne sait absolument pas où, et on comprend qu'on est en train de l'amener à Helios, qui est le royaume voisin, qui est un royaume ennemi du royaume d'Asteria, puisque le royaume d'Asteria, vous aviez justement cette magie liée à l'obscurité, la magie liée aux ombres, ce genre de choses, et Helios c'est un petit peu la magie de la lumière, et vous avez notamment le roi d'Helios et d'autres pays aux alentours qui sont liés à la lumière, qui ont fait un petit peu la guéguerre au royaume de Asteria, et donc Asteria s'est un peu coupé du monde pour ne pas rentrer en guerre avec d'autres pays. Arrivée à Helios, elle va rencontrer le roi qui va lui faire une petite proposition. D'abord il va lui dire qu'il ne lui veut absolument pas de mal apparemment. Il lui dit que au vu de ce qui s'est passé, Elara souhaiterait probablement se venger de cet astre, donc de Harriet, et lui il voudrait faire la même chose. Il voudrait tuer cet astre, et donc il va lui proposer un marché. Il va lui dire voilà, je te garde en sécurité dans mon royaume où l'astre Harriet ne peut pas venir puisqu'il a besoin d'un accord en fait d'un autre astre pour rentrer dans ce royaume là. Donc elle est en sécurité dans ce royaume et il lui dit voilà, on va essayer de te former pour que tu puisses utiliser bien comme il faut tous les pouvoirs qui sont en toi, essayer de tuer ce fameux astre. Les personnes qui ont 3 pouvoirs sont vraiment très très fortes, et donc il veut transformer Elara en arme, et donc pour ce faire il va y avoir le prince héritier de Helios, qui est donc le fils du roi, qui va devoir la former on va dire pour essayer d'utiliser ses pouvoirs, lui-même qui a aussi la capacité des 3, mais bien sûr c'est des pouvoirs différents d'Elara vu que lui il appartient au royaume de Helios, donc ses pouvoirs tournent autour de la lumière, du feu, ce genre de choses, alors que les pouvoirs d'Elara touchent aux ombres, aux illusions, et elle est également capable de se balader dans les rêves des gens. Donc voilà, ils ont des pouvoirs totalement opposés, mais le roi pense que son fils serait quand même capable de la former. Donc elle va rester là, elle va quand même essayer de s'échapper à certains moments parce qu'elle n'a pas envie d'être captive bien évidemment, mais on va découvrir du coup un petit peu qui est réellement Elara, ce qu'elle est capable de faire, on va découvrir le prince, ses capacités aussi, on va découvrir un peu plus de choses sur ces fameux astres, qu'est-ce qu'ils sont, ça se passe dans cet univers là avec ce genre de dieu et pourquoi le roi décide tout à coup de tuer un astre. Donc on essaye de comprendre un peu la situation, un petit peu dans quoi on met les pieds dans cette histoire. Franchement j'ai adoré découvrir les personnages déjà, j'adore le personnage d'Elara, elle a subi des choses assez horribles, pour autant elle va pas forcément se laisser abattre, elle va essayer de comprendre sa magie, elle va essayer d'avancer, elle va essayer de venger la mort de ses parents aussi, donc on va avoir un petit peu plus d'informations sur ses parents parce que elle était un petit peu gardée captive même avec ses parents, elle n'avait pas forcément le droit de sortir. Elle essaye aussi de comprendre pourquoi ses parents ont fait ça et essayer de comprendre la situation dans les pays aux alentours. On a beaucoup d'informations également sur le pays d'Helios, on a beaucoup d'informations sur Enzo, et pareil c'est un personnage que j'aime beaucoup, il est hyper charismatique et j'ai adoré les échanges qu'il va avoir avec Elara au début, et j'adore en fait l'évolution de la relation entre les deux. La petite romance là qui est assez slow burn est vraiment très chouette à suivre, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup tout ce truc de complot contre les astres, on va essayer de tuer un astre mais du coup on se pose des questions sur et si jamais ils arrivent à tuer cet astre là, comment les autres vont réagir. Donc il y a vraiment pas mal de questions là qui commencent à arriver, et aussi de comprendre pourquoi le roi souhaite absolument tuer cet astre, ce qu'il compte faire après l'avoir tué. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de petites questions, mais vraiment j'adore l'univers, j'adore l'ambiance. On va également côtoyer d'autres astres au fur et à mesure des péripéties en fait du premier tome, et c'est vraiment trop chouette à découvrir. Je trouve que ça change clairement des titres de romans que j'ai pu lire récemment, du coup ça me plaît vraiment trop, j'aime vraiment beaucoup parce que le world building est assez chouette et je trouve que l'autrice s'est laissé tellement de portes pour développer son world building. Justement au niveau de la carte on voit qu'il y a plusieurs royaumes,
et donc je me dis, il y a tellement de possibilités de voyage dans les tomes d'après, vu que la série normalement va faire 5 tomes. Donc je pense qu'on va voyager, qu'on va découvrir d'autres types de magie, on va découvrir d'autres espèces aussi, puisque là déjà dans ce premier tome, on a découvert une espèce de sirène. Voilà, je m'y attendais pas forcément, mais écoutez, voilà, il y a des sirènes aussi dans cet univers-là, donc c'est vraiment trop chouette pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Très curieuse de voir les pouvoirs de Elara et de Enzo évoluer, j'aime trop, franchement j'aime trop, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour l'instant. On est vraiment dans ce premier tome assez introductif au niveau des personnages, du monde, des astres, de cette magie, mais on a quand même ce truc de, il y a une vengeance, on a envie de tuer cet astre, mais en même temps on essaye de comprendre les raisons de chacun aussi. Il y a également la rencontre entre Enzo et Elara avec la petite romance qui commence à arriver, qui est très chouette. Il y a pas mal de personnages secondaires déjà qui sont vraiment trop cool. Elle va notamment rencontrer des personnes lorsqu'elle va arriver à Helios et qui vont progressivement devenir ses amis. Donc il y a un petit côté fin de famille aussi qui est amené, qui est très chouette. Donc oui, je suis vraiment trop bien là dans ma lecture, j'aime vraiment trop, donc j'ai très hâte de voir comment va se terminer là les 150 dernières pages, puisque hier je me suis arrêtée à un moment où ça allait commencer à se bagarrer un petit peu. Il y allait avoir beaucoup d'action, mais c'est parce que hier soir j'ai regardé le film Frankenstein qui vient de sortir sur Netflix. Du coup j'ai pas continué ma lecture, mais là je vais m'y mettre. Je vais là le terminer là cet après-midi et j'ai trop hâte de voir comment ça va se terminer. Oui, franchement, croisons les doigts pour que ça se termine bien, pour que du coup on ait peut-être un petit cliffhanger sans forcément que ce soit un trop gros cliffhanger, parce que je ne sais pas quand sortira le tome 2. Alors le tome 2 est déjà sorti en VO là il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que les éditions Roncière vont peut-être nous le sortir en début d'année prochaine. Après par contre il va falloir attendre la publication VO et ça risque de prendre un petit peu de temps. Je crois que le tome 3 est prévu pour l'été prochain en VO, donc voilà, on verra bien. Mais en tout cas, très chouette découverte de série, j'aime vraiment trop, donc je suis trop contente d'être partie vers ce titre-là pour démarrer ces readathons, parce que j'ai l'impression d'être boostée, d'être trop bien, parce que je suis en train de kiffer mes premières lectures, donc trop contente, vraiment trop contente d'être partie là-dedans. Une fois que j'aurai terminé ce titre-là, j'ai déjà choisi un petit peu les lectures qui vont m'accompagner juste après. J'ai choisi de lire La Cour du Dragon, qui est donc le deuxième tome de la série La Couronne du Dragon de J. Bellé. C'est un titre qui est très court, il fait 280 pages. Je me suis dit qu'après avoir lu un titre de 550 pages, ça pouvait être très chouette de lire quelque chose de plus court. Donc je vais partir vers ce titre-là. Donc on est sur une série de 4 tomes de romantasy avec un harem inversé. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que va nous réserver ce tome 2. Après, j'ai décidé déjà de ma prochaine lecture, puisque ce titre-là, franchement, il y a moyen que je lise très vite. Il fait 280 pages, c'est écrit très gros, donc il y a moyen que je lise vraiment très vite. Donc j'ai déjà choisi quel titre va m'accompagner après, et ce sera De soufre et de miel de A.N. Payton, qui est donc le premier tome de la série Alliance éternelle. Comme je vous le disais dans le vlog précédent, il me semble, c'est une duologie, et il y a également une petite novella qui vient terminer cette série-là, mais je sais pas si la novella sera traduite en français. Mais voilà, c'est pas forcément une grosse série, on va parler de sorcières, on va parler de vampires et on va parler de démons, donc ça me tente vraiment trop. Voilà pour les petites prévisions lecture. Je vais terminer Corps Céleste, je vais lire le petit très court roman La Cour du Dragon, et après je vais partir vers celui-là qui est pas très gros non plus, il fait 380 pages je crois. Après je ne sais pas quelle lecture m'accompagnera, peut-être que je commencerai du coup la lecture que vous m'avez choisie dans ma palle perso. Vous avez commencé à me mettre dans les commentaires votre petit choix, du coup peut-être que d'ici là, le temps que je lise ça, je dirais au moins 3 jours, le temps que je lise tout ça. Peut-être d'ici 3 jours, je regarderai du coup tous les commentaires. Là, je vais déjà commencer à cocher un petit peu ce que vous avez choisi pour voir. Mais je crois qu'il y a un titre déjà qui se détache dans les commentaires. Et si jamais c'est celui-là qui passe, je suis très contente parce que j'ai très hâte de le lire. Donc peut-être qu'après avoir lu ces titres-là, je lirai du coup le titre que vous m'avez choisi, de repartir vers d'autres titres. Je suis trop contente d'avoir démarré Corps Céleste et de démarrer ce petit readathon avec un livre qui risque d'être un coup de cœur. Vraiment, c'est trop bien. J'espère que j'aurai peut-être d'autres coups de cœur dans cette vidéo, on sait jamais. Et alors, avant de clôturer ce petit point ici, je voulais vous partager une petite réception. Et alors, clairement, j'ai trop hâte également de terminer ce petit readathon pour lire ce livre-là. Je suis trop contente d'avoir reçu ce roman. C'est une fin de série que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Je pense que vous savez de quelle série il s'agit.
Mais oui, j'ai reçu L'Empire de l'Aube de Jay Kristoff, qui est le troisième et dernier tome de cette trilogie de Dark Fantasy, qui est une trilogie pour l'instant chouchou, parce que j'ai eu des coups de cœur pour le premier et deuxième tome, donc j'ai trop hâte de lire ce tome 3. Donc autant vous dire, je vous préviens déjà, après ce vlog là, je lis ça. Voilà, je lis ça. Il y aura très certainement un vlog peut-être fantasy, parce que j'ai envie de lire ça et The Will of the Many, donc ce sera peut-être un petit vlog spécial high fantasy, voilà. Mais j'ai trop hâte et en même temps j'ai trop peur de savoir comment ça va se terminer. Alors c'est le plus gros de la trilogie. Déjà les deux premiers faisaient 930 et 980 pages. Et là écoutez, il fait, alors attendez, j'ai pas envie de me spoiler, 1166 pages. Voilà. La taille de cette briquette. J'ai trop hâte. Ça va être 1166 pages de pur bonheur parce que je sais que je vais aimer. Je sais que je vais aimer, je sais que je vais être trop contente de retrouver les personnages. J'ai juste trop peur de savoir comment ça va se terminer, je vous avoue. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que comme pour le tome 2, l'auteur a été très sympathique et nous a fait un petit rappel des événements. Donc on a la liste des personnages qu'on pouvait suivre en fait dans les deux premiers tomes. Et on voit un petit peu ce qui leur arrive. Donc vous avez un rappel. Donc si jamais vous avez lu le deuxième tome à sa sortie et vous vous dites ah là là j'ai peur de pas trop me rappeler les événements, ne vous en faites pas, il y a un rappel. Le début du livre commence page 35 tellement le rappel est assez gros. Donc voilà, je serais contente d'avoir eu un petit rappel également. Je le lirai juste avant de commencer cette briquette du coup, mais je suis trop contente, vraiment trop hypée pour lire ce roman. J'ai trop hâte, voilà. Alors je vais recevoir un petit colis aujourd'hui d'une commande que j'ai faite personnellement, puisque j'ai pas l'opportunité de passer en librairie, j'ai pas eu l'opportunité là du tout cette semaine, ni probablement la semaine prochaine. Du coup je me suis dit que j'allais commander les titres qui m'intéressaient, voilà. Donc je vais recevoir un petit colis aujourd'hui. Alors c'est divisé en deux, il y en a un aujourd'hui et un dans 2 jours je crois. Donc je vous montrerai les titres à la réception. Vraiment trop hâte puisque c'est des sorties que j'attends avec une impatience de dingue. Donc il y a 2 grands formats et 2 formats poche. Voilà, j'ai été plutôt raisonnable, j'ai également pris des petits formats poche. Alors là du coup aujourd'hui j'ai un grand format, un livre de poche qui arrive et du coup dans 2 jours j'ai l'autre grand format et l'autre livre de poche qui arrive. Donc comme ça a été split un petit peu en deux. Non parce que les titres qui arrivent seulement dans 2 jours viennent à peine de sortir et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient fait des précommandes dessus et du coup ils n'avaient plus trop de stock, donc j'ai l'impression que ça vient d'un petit peu plus loin par rapport à d'habitude. Enfin bref, je suis quand même très hypée de recevoir ces titres là puisque c'est des titres que j'aimerais vraiment bien lire dans pas longtemps. Il y en a un qui est prévu au mois de novembre puisque c'est pour terminer une série et après il y a une suite de série, un premier tome de série et un autre premier tome de série. Voilà, donc j'ai essayé de prendre 2 suites de premiers tomes. Clairement que des titres qui me tentent trop, que j'ai trop envie de lire, donc je vous partagerai bien sûr cette petite réception juste dans le clip précédent je pense pour les titres que je vais recevoir là aujourd'hui et un petit peu plus tard pour ceux qui arriveront dans 2 jours.
C'est parti pour vous faire un petit update puisque j'ai bien avancé, j'ai terminé 2 lectures, j'ai commencé une 3e lecture et j'ai également la première partie de mes achats à vous montrer puisque j'ai reçu mon premier colis, donc j'ai un petit haul à faire également. Là pour l'instant je suis arrivée à 11h40 de lecture. Alors j'ai tout d'abord terminé Corps Céleste de Imani et Ryu, qui est le premier titre que je termine là pour ce challenge et qui a été un petit coup de cœur. Vraiment j'ai adoré ma lecture. Alors pour ce titre là du coup évidemment je lui ai mis 5 étoiles. Il faisait 555 pages et je l'ai lu en 6h47, ce qui fait une moyenne de 81 pages par heure. J'ai vraiment adoré cette lecture. Comme je vous disais la dernière fois, il me restait que 150 pages. Ça a été crescendo au niveau de la fin, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de révélations qui m'ont vachement surprise. Je pense vraiment à 2-3 révélations de fin, vraiment, qui me donnent tellement mais tellement envie de lire la suite. J'ai tout aimé en fait, j'étais trop bien dans ma lecture, j'étais trop bien avec les personnages, j'ai adoré la romance, j'ai adoré le personnage de Enzo, le love interest, vraiment. Il rejoint tranquillement mes petits book boyfriend préférés parce que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré l'évolution de son personnage, j'ai adoré creuser un petit peu plus pour savoir vraiment qui il était vraiment, ce qu'il ressentait. J'ai tout aimé, vraiment j'ai tout aimé au niveau de la romance. Encore beaucoup de questions au niveau de l'univers, au niveau de ce qui va se passer, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est une série où il va y avoir 5 tomes au total. Donc voilà, il y a encore le temps de voir un petit peu le monde s'étendre, de voir l'autrice nous balader à droite à gauche dans l'univers, et franchement vu de la fin du premier tome, je me demande vraiment comment elle va réussir à aborder un petit peu le petit règlement de situation qu'on a dans le tome 2, donc j'ai trop hâte. J'espère qu'on aura le tome 2 assez rapidement quand même en français, parce que j'ai envie de savoir comment ça va évoluer au vu de cette fin. Mais c'était trop bien, franchement j'ai adoré ma lecture, j'ai vraiment été à fond dans cette histoire, j'adore les histoires qui parlent de Dieu, et là du coup ça change un petit peu avec les côtés des astres, tout ça. Encore plus ce côté avec les astres qui va être développé au fur et à mesure du roman. On apprend de plus en plus de choses par rapport à ça, par rapport au fonctionnement justement de ce monde-là. Beaucoup d'informations également au niveau des astres. Franchement c'était trop bien, j'ai adoré plusieurs personnages secondaires, j'espère qu'on les verra davantage dans le tome 2 aussi. Donc oui, franchement je vous le conseille énormément si jamais vous voulez de la romantésie qui change un petit peu de ce qu'on peut retrouver en ce moment, avec vraiment une romance extrêmement chouette, avec vraiment une alchimie entre les personnages qui est trop cool. Donc trop bien. Franchement, je suis quand même très surprise d'avoir eu un coup de cœur pour ce titre-là. Je m'attendais à apprécier parce que j'ai vu que de très bons avis. Mais de là avoir un coup de cœur, je mets quand même très peu de 5 étoiles. Et voilà, je suis trop contente, j'ai vraiment trop aimé. Donc trop hâte d'avoir la suite et je suis trop contente d'avoir commencé ce petit challenge avec ce titre-là. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'allais échelonner un petit peu les lectures de briquettes avec des lectures un petit peu plus courtes. Ce qui fait que j'ai sorti La Cour du Dragon de J.B. qui est donc le tome 2 de la série La Couronne du Dragon. Et en fait, je me suis fail la dernière fois quand je suis venue vous voir, puisque je pensais que c'était une série de 4 tomes. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours cru ça. Et en fait, j'ai regardé sur Goodreads et non, de base, il y a 5 tomes. Donc c'est vraiment une série en 5 tomes. Donc là, du coup, on est sur une romantésie avec un rème inversé. Sur le personnage de Elleline dans le premier tome qui va se faire capturer par des rois dragons, des rois métamorphes, pour participer à plusieurs épreuves qui concernent chaque cour en place. Donc vous avez un dragon qui est lié au feu, à l'air, enfin à tous les éléments. Du coup vous allez avoir 4 épreuves qui vont être liées à ces dragons là. Et en gros, les personnes qui réussissent du coup ces épreuves-là ont la chance d'être du coup la potentielle fiancée de ce roi dragon. Donc elle se dit mais pourquoi est-ce qu'on vient me chercher? Déjà elle est dans le monde des humains, elle connaît absolument rien à la magie, elle ne connaît pas du tout le fait qu'il peut y avoir des rois métamorphes, dragons, enfin ce genre de choses. Et elle va être propulsée dans le royaume d'Eyoline et on va suivre un petit peu ses aventures à partir de ce moment-là. On suit vraiment les épreuves dans le premier tome et on essaye de comprendre un petit peu l'univers en même temps que notre héroïne. Là on est beaucoup plus basé sur le monde également présent dans cet univers-là. Qu'est-ce qu'il y a également comme autre chose dans cet univers? Je peux pas rentrer trop dans les détails sinon je vous spoil la fin du tome 1. Mais voilà, on a plus d'informations sur l'univers. Notre personnage d'Elleline va découvrir ça. Et c'était très chouette parce qu'on parle beaucoup plus de dragons également dans ce tome 2. J'ai bien aimé les événements là qui se déroulent dans le tome 2. Alors au niveau romance, j'aime bien mais c'est pas forcément les romances qui me font rêver. Peut-être parce que les romans sont assez courts et que je m'attache pas forcément beaucoup aux personnages, mais je trouve les romans sympathiques. Franchement je trouve que cette série
série, ça va être une série un petit peu roman popcorn, romans qui se dévorent et qui sont assez addictifs et avec lesquels on passe un bon moment entre deux grosses briquettes de fantasy, ce genre de choses. Donc moi ça me va, j'aime bien les romans comme ça aussi, donc c'est vraiment un titre qui s'est dévoré, ça se lit vraiment tout seul, c'est vraiment écrit très très grand aussi, donc je l'ai lu assez rapidement. D'ailleurs celui-là, je vais vous faire le petit retour au niveau du temps. Il faisait 282 pages, je lui ai mis 3 étoiles parce que c'était un roman que j'ai globalement bien aimé. Et du coup, je l'ai lu en 2h33, ce qui fait une moyenne de 110 pages par heure. Donc vous voyez un petit peu la différence déjà avec le roman d'avant. Après c'est aussi parce que c'est une suite de série, du coup je connaissais déjà l'univers, j'ai pas eu ce truc de faut que j'apprenne un petit peu dans quel genre d'univers on met les pieds. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai lu aussi beaucoup plus rapidement, et aussi parce que la typo du roman de chez Corrigan et la typo du roman de chez Roncière, c'est pas la même, hein. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis moins de temps de lecture, mais c'était chouette. Franchement, je lirai la suite avec plaisir parce que je passe un bon moment. C'est pas forcément ma série de romantécie avec harem inversé préférée, mais j'attends de voir parce qu'en fait, il y a vraiment tout un côté dragon, chevaucheur de dragon et tout qui est très cool, donc j'aime bien, franchement j'aime bien. Je suis curieuse de voir un petit peu ce qui va se passer dans la suite, puisque là on a une fin de 2e tome qui est assez chouette, où du coup notre personnage d'Elleline va apprendre beaucoup plus de choses sur elle, et j'ai hâte de voir évoluer son personnage aussi. Donc j'ai hâte également de voir un petit peu l'avancée des romances dans cet univers, puisque j'aimerais bien m'attacher un petit peu plus en fait au personnage, au love interest, en fait au roi métamorphe dragon. Du coup j'aimerais bien avoir plus d'informations sur eux. Un petit côté auquel je m'attendais absolument pas, mais je peux pas vous en parler sinon je vous spoil le 1, voilà. Mais voilà, il y a une petite référence mythologique dans cette série. Je ne m'y attendais pas du tout, du coup c'est très chouette également de voir ça parce que j'aime bien tout ce qui touche à la mythologie. Et enfin, j'ai commencé ma 3e lecture pour ce challenge qui est donc De Soufre et de Miel de Anne Payton, donc c'est le premier tome de la série Alliance Éternelle. J'avais dit la dernière fois que c'est une duologie avec une petite novella qui vient terminer un petit peu cette série. Alors j'ai vu des personnes dire que le tome 2 concernait d'autres personnages principaux. Donc j'ai l'impression que ça peut se lire un petit peu en tant que one shot. Vous le recertifierez ça quand je viendrai vous donner mon avis final sur le roman, puisque moi j'ai pas été lire le résumé du tome 2 parce que j'avais peur de me spoiler la fin du premier tome. Donc pour l'instant voilà, j'ai pas lu le résumé du tome 2, mais j'ai juste vu quelques commentaires en fait dire ça. Donc on verra bien, je vous certifierai ça la prochaine fois que je viendrai vous voir. Là en tout cas je l'ai commencé hier et j'en ai lu la moitié, tellement ça se lit bien, tellement il y a pas mal d'action. Je suis arrivée au chapitre 17, page 207, et le roman fait 397 pages, quasiment 400 pages, donc je suis arrivée à 50%. Écoutez, pour l'instant j'aime bien. Alors c'est une histoire qui est assez rapide, les événements s'enchaînent vachement. Là on est directement plongé dans une guerre entre des sorciers et des vampires, une guerre qui dure depuis 200 ans. Si jamais vous entendez un chat miauler, c'est Rayla qui se balade partout dans la maison depuis tout à l'heure et qui miaule parce qu'elle veut aller dehors, sauf que il fait froid. Pour l'instant on n'a pas encore ouvert. Donc bref, revenons à cette histoire. Du coup oui, on suit cette guerre entre sorciers et vampires qui dure depuis 200 ans. On va suivre la princesse Sal qui est du côté des sorciers, c'est une sorcière, mais elle est dans une situation extrêmement compliquée puisque un beau matin, ses parents, donc le roi et la reine des sorciers, sont partis. Ils sont partis avec 5000 soldats. Du coup, ils les ont un petit peu abandonnés à leur sort. Ils ne savent pas du tout où ils sont passés. Ils sont comme volatilisés. On n'a pas réussi à suivre un petit peu leurs traces. On ne sait pas du tout où ils sont passés. C'est déjà plusieurs mois de ça. Et là, du coup, la princesse Sal se retrouve toute seule pour essayer de défendre son peuple contre les attaques des vampires et dans cette guerre qui dure depuis des années. Donc ça se passe vraiment très très mal et ils sont clairement sur le point de perdre cette guerre et son peuple est à la limite de se faire vraiment tuer par les vampires. Elle va décider d'aller se rendre au roi des vampires qui est le roi Cadence, pour justement sauver un maximum de personnes parmi son peuple pour essayer de passer une sorte d'alliance. Et donc elle va aller le voir pour justement essayer de signer un traité de paix entre le peuple des sorciers et le peuple des vampires. Et on va dire qu'elle va un petit peu s'abandonner pour cette alliance. En gros, le roi vampire va pouvoir décider de tout, elle n'aura plus vraiment son mot à dire sur les décisions concernant les sorciers. Et du coup voilà, il sera au-dessus d'elle, il va pouvoir vraiment diriger les deux peuples. Il va y avoir une sorte d'alliance pacifique entre les deux peuples et elle va réussir à sauver vraiment
son peuple, sauf que elle n'est pas encore déclarée reine pour l'instant, vu que ses parents n'ont pas été déclarés morts, donc elle va devoir avoir son couronnement très rapidement, puisque le roi dit que il ne souhaite pas que cette alliance soit modifiée, mais à un moment ses parents reviennent, donc forcément elle va devoir subir son couronnement, puis elle va devoir annoncer à son peuple cette reddition et le fait qu'elle a passé un traité de paix avec le roi des vampires. Ça ne va pas forcément être très bien accepté non plus, donc on va suivre un petit peu comment ça va se passer pour elle, et on comprend qu'elle a mis tellement de choses de côté, et en fait c'est elle qui se sacrifie énormément pour son peuple, et son peuple, on va dire qu'il est pas très gentil avec elle, il en a un petit peu rien à faire. Donc oui, la situation est un petit peu compliquée quand même pour elle, mais elle se dit que c'est quand même la meilleure des choses à faire, et donc elle va faire la rencontre de ce roi vampire, de Cadence, et forcément devoir lui parler. Lui va rester dans les parages, il va y avoir des vampires qui vont s'installer dans la ville justement où il y a des sorciers, donc il y a une sorte de cohabitation vampire-sorcier qui va être amenée, où du coup c'est très tendu entre les deux quand même, mais du coup il y a des choses qui ont été mises en place pour protéger les sorciers également. Il n'y a pas, techniquement les vampires ne peuvent pas attaquer les sorciers sans l'accord des sorciers. Vous avez un quota de sang que les sorciers doivent donner par mois pour justement garder une banque alimentaire pour les vampires. Enfin voilà, il y a quand même un traité assez chouette qui a été mis en place pour protéger les deux peuples aussi. Donc on va suivre un petit peu ça, sauf que voilà, déjà il y a cette situation tendue entre les vampires, entre les sorciers, il y a du coup une potentielle romance entre la princesse, enfin la nouvelle reine Sal et le roi des vampires, et vous avez une menace extérieure qui va arriver et qui concerne des démons. Je vous laisse découvrir du coup un petit peu de quoi il s'agit. Donc les deux peuples, vampires et sorciers, vont encore devoir encore plus s'allier pour essayer de combattre cette menace-là, donc on va suivre ça dans cette histoire. Et pour l'instant j'aime bien parce que c'est hyper addictif, je trouve. On a toujours envie de savoir ce qui va se passer, j'aime plutôt bien les personnages. La reine Sal qu'on suit est assez chouette aussi, vu que c'est quand même une femme forte, une femme qui sait se battre, qui a déjà été justement se battre avec ses soldats dans cette guerre contre les vampires également, et de base c'est quand même une assez grande magicienne qui va arriver des petites choses au niveau de sa magie aussi, et j'aime vraiment bien son personnage. J'aime vraiment bien le fait qu'elle se sacrifie justement pour son peuple, donc c'est très chouette, j'aime bien. C'est vraiment un livre qui se lit hyper rapidement. Ce sera pas un coup de cœur je pense, parce que je trouve que l'univers est peut-être pas assez approfondi. Pour l'instant on reste vraiment dans cette petite zone là avec les vampires, les sorciers et cette menace extérieure. Oui, si jamais c'est sur d'autres personnages dans le tome 2, j'ai hâte de voir sur qui c'est, parce que je me pose pas mal de questions sur certains personnages secondaires, donc très chouette. Franchement je passe un bon moment de lecture. On a en plus des petites illustrations comme d'habitude avec les éditions Bookmark qui du coup illustrent certaines scènes assez chouettes, donc j'aime bien. J'ai hâte de voir l'évolution de la romance également, parce que même si ça va vite, je trouve qu'il y a quand même une bonne tension entre les deux personnages, donc c'est très chouette à suivre aussi. Donc voilà, je suis très contente là de le lire, j'aime bien les histoires qui parlent de vampires et de sorcières, donc forcément je suis très contente de lire quelque chose sur ça. Je vais terminer ça probablement aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit, ça se dévore. Je viendrai vous faire un update assez rapidement, peut-être demain. Au final, la livraison de ma deuxième partie de commande arrive demain, donc si jamais je la reçois pas trop tard, je reviendrai vous faire un update avec la deuxième partie du haul. Voilà pour ma lecture en cours que je vais terminer là tout à l'heure. Et alors avant de vous partager les petits achats que j'ai pu faire récemment, et vous partager le résultat du petit sondage que je vous avais dit dans le vlog précédent. Vous deviez choisir entre 3 titres pour du coup l'une de mes lectures de ce challenge, de ce 24 heures readathon, et donc je vous les ai présentés en début de vidéo. C'était soit entre Forge by Malice, Spark of the Everflame ou Bonds of Hercules, et du coup le titre qui a été choisi c'est Spark of the Everflame. Vous choisissez de me faire débuter une énième série, hein. Voilà, donc, franchement ça me dérange pas trop parce que c'est une série que j'avais très envie de tenter. J'espère vraiment que ça va me plaire puisque j'ai vu que de bons avis dessus, donc ce sera la lecture qui va m'accompagner une fois que j'aurai terminé De Soufre et de Miel. Donc c'est un livre quand même de 500 pages, donc ça va me prendre un petit peu de temps de lecture. Après c'est écrit quand même assez aéré là chez les éditions Calix, donc je pense que ça va se dévorer quand même. J'ai trop hâte de me faire mon propre avis sur cette série, vous pouvez pas savoir, donc je suis méga hypée pour démarrer ce titre là, donc je pense que ça je le démarrerai soit ce soir si jamais j'arrive à terminer le titre assez rapidement là aujourd'hui, ou soit demain, donc je pourrais peut-être vous faire un premier retour dans le prochain update, on verra bien. Alors, au niveau des petits achats, j'ai reçu les 2 premiers titres que j'avais commandés, qui sont les 2 premiers tomes de série. Je vous ai dit, j'ai commandé 2 suites de série, 2 premiers tomes de série, et là j'ai reçu les 2 premiers tomes de série directement. Alors le grand format que j'ai reçu c'est The Irresistible Urge to
Fall for Your Enemy de Brigitte Nitley, qui est donc sortie aux éditions Calix. Alors je crois que pour cette série-là, si jamais j'ai pas de bêtises, je crois que c'est une duologie, où du coup c'est une nouvelle réécriture Dramion, une nouvelle fanfiction Dramion qui a été totalement remaniée pour sortir en roman évidemment. Donc c'est la toute dernière que j'attendais là cette année, donc je suis très contente de l'avoir entre les mains. Alors ici, j'ai l'impression qu'on a des vibes un petit peu de rom-com de Ali Hazelwood, mais version fantasy. Donc en fait je me dis, est-ce qu'on a un petit mélange entre le côté un petit peu scientifique de femmes qui travaillent dans le milieu des sciences, un petit peu comme les titres de Ali Hazelwood avec pas mal d'humour, tout ça, et le côté fantasy, peut-être comme dans la série Apprentice to the Villain, je sais pas trop, puisque j'ai vu beaucoup de personnes dire que ce titre avait vraiment de good vibes, que c'était assez chouette à lire, que c'était vraiment un petit bonbon, donc je m'attends vraiment à beaucoup aimer ce roman. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner, donc j'aimerais bien le sortir dans pas longtemps aussi. Plutôt bien la couverture qu'ils ont pu faire là pour ce roman, même si j'aimais beaucoup la couverture originale avec les deux personnages dessus, mais au moins je trouve que ça va. Au niveau du jaspage, ils ont pas abusé au niveau des couleurs, ça se marie plutôt bien là avec le titre. Ce que je préfère au niveau du livre, c'est les pages de garde qui sont du coup avec du foil un petit peu rose comme ça. Je trouve ça vraiment trop beau. Je sais pas trop ce que ça représente, ces petites bébêtes là, mais j'ai hâte de voir si jamais c'est vraiment lié à l'histoire ou pas. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, il va y passer dans pas longtemps aussi. J'aimerais bien le sortir potentiellement là au mois de novembre. En ce moment, c'est l'hécatombe au niveau des sorties, parce qu'il y a vraiment que des sorties qui me tentent et je vous jure, j'ai envie de tout lire en même temps. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué de faire un choix des fois au niveau des lectures. J'ai d'ailleurs retrié un petit peu ma pile à lire pour essayer de mettre les livres par niveau d'envie. Pour l'instant, dans mon petit chariot, j'ai mis au premier étage vraiment tous les titres qui me tentent énormément et que j'aimerais bien sortir rapidement. Et bon, j'ai dû en mettre quelques-uns dans le deuxième étage parce que du coup, il y avait trop de choix. Donc bref, j'ai vraiment trop hâte de lire ce titre-là. Et alors après, j'ai enfin craqué pour le nouveau Rachel Gillig, que j'aimerais vraiment beaucoup le sortir avant la fin d'année. Je crois qu'il est dans ma pile à lire de fin d'année d'ailleurs, si jamais j'ai pas de bêtises. Je sais que la suite ne sortira pas tout de suite, il me semble qu'elle est prévue que pour juin ou juillet l'année prochaine, mais j'aimerais bien quand même voir ce que ça donne avec ce titre-là parce que j'ai vu que de bons avis tomber. J'espère potentiellement avoir un coup de cœur avec ce titre-là. Donc là, c'est Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gillig, bien évidemment. J'aime beaucoup la couverture là qu'ils ont choisie pour ce titre-là. J'aimais beaucoup certaines autres couvertures en VO aussi, mais j'aime beaucoup l'illustration de celle-ci. Alors je vous avoue que je ne sais plus de quoi ça parle. Là on nous marque « Il était une fois une cathédrale où 6 prêtresses priaient les augures. Chaque jour elles se noyaient et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque soir elles rêvaient du leur et de liberté. Car les prophétesses d'Aisling exerçaient pendant 10 ans avant de pouvoir franchir le mur et découvrir le monde. C'était la promesse qu'on leur avait faite. Un jour, le roi et ses chevaliers arrivèrent à la cathédrale en quête de présages. Puis des règles, Cis, l'une des devineresses, conclut un marché avec le plus rustre d'entre eux. Quand ils repartirent, les prêtresses se mirent à disparaître. Accompagnés de cet arrogant chevalier, Cis et sa fidèle gargouille partirent à leur recherche. Tournant hameau après hameau, la jeune femme était prête à tout, même à défier les augures eux-mêmes, pour retrouver ses sœurs, puis son monde s'écroula. Voilà. J'avais vu passer le truc de la petite gargouille qui apparemment parle. Voilà, ça a l'air vraiment trop chouette. Franchement, j'aime bien les histoires avec des prophétesses, tout ça. On est encore dans une ambiance avec des chevaliers et tout, donc franchement j'ai trop hâte de le lire aussi. Donc, mais il est gros, celui-là en format poche, il fait 470 pages. Mais j'ai trop hâte. Voilà, les deux titres qui ont rejoint ma petite pile à lire là aujourd'hui. Je suis vraiment trop contente parce que c'est vraiment des titres qui me tentent énormément. Du coup voilà pour ce long update quand même là aujourd'hui. Je vous retrouve peut-être demain du coup pour vous donner mon avis final sur ma lecture en cours, sur peut-être mes premiers retours sur Spark of the Everflame. Et normalement, si jamais j'ai reçu la deuxième partie de ma commande, je vous montrerai ça aussi.
C'est parti pour vous faire un petit update. Alors je suis arrivée à 16h20 au niveau de ce petit challenge. J'ai quand même bien avancé depuis la dernière fois que je suis venue vous voir. Sauf que de base je voulais vous prendre le lendemain, ça s'est pas passé comme prévu. Donc on se retrouve 2 jours après pour venir faire un petit bilan au niveau lecture, puisque j'ai terminé ma lecture, j'ai commencé une autre lecture et du coup j'ai le petit haul à vous montrer puisque j'ai reçu la deuxième partie de ma commande. Alors tout d'abord, la lecture que j'ai pu terminer, c'est bien De Soufre et de Miel de Anne Payton. J'ai mis 3,5 pour ce titre là, je l'ai lu en 3h41, il faisait 397 pages, ce qui fait un total de 107 pages par heure, ce qui est plutôt pas mal pour un premier tome de série, donc ça c'est cool. J'ai bien aimé, franchement c'était sympa. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, faut pas vous attendre à avoir un gros world building, à avoir vraiment beaucoup de détails à ce niveau là, puisque le titre est assez court et on rentre directement dans l'action, justement dans cette guerre entre sorciers et vampires, et on a justement ce côté où il va y avoir une menace extérieure qui arrive, qui est les démons, et donc on va avoir une alliance beaucoup plus rapide que prévu entre les sorciers et les vampires. Donc c'était chouette par rapport à ça, j'ai plutôt bien aimé la romance aussi. J'aurais bien aimé qu'elle se développe un petit peu plus lentement, mais j'ai bien aimé quand même la chimie entre les personnages. Alors d'ailleurs en parlant de romance, je m'attendais vraiment à voir beaucoup plus de scènes au lait que ça, puisqu'il y a quand même 3 petites flammes sur 4. Je m'attendais à voir vraiment plusieurs fois des passages explicites, et c'est pas le cas, c'est vraiment, il y a vraiment une scène ou deux, donc c'est assez léger je trouve, donc voilà. Des fois entre telle ou telle maison d'édition, le niveau d'intensité de Smut est pas du tout décrit de la même façon au niveau des petites flammes qu'on peut retrouver derrière, donc voilà, sachez que c'est pas non plus abusé pour un livre de 400 pages. Donc je suis très contente de l'avoir lu, j'aime bien les histoires de sorcières et de vampires, donc forcément ça m'a plu. Alors j'ai plutôt bien aimé la fin aussi, où franchement les 100 dernières pages, il y avait quand même vachement d'action. On a une héroïne qui sait quand même très bien se battre, donc ça c'était cool à suivre. On voit également les personnages qui vont être nos personnages principaux dans le tome 2, et j'avoue que je suis très curieuse de voir un petit peu leur histoire. Je crois qu'on va remonter un petit peu dans le passé pour voir un petit peu leur rencontre, etc. Donc je trouve ça très cool. Franchement c'est très chouette, j'ai plutôt bien aimé le style d'écriture aussi. C'est une lecture sans prise de tête où justement on va suivre cette petite guerre entre sorciers et vampires. On a des petites attaques extérieures, on a justement cette alliance improbable qui arrive, et on a une petite romance. Donc si jamais ces thématiques peuvent vous plaire et que vous cherchez une lecture sans prise de tête, franchement je vous la conseille, parce que c'est vraiment qui se lit bien. Il y a quand même vachement d'action aussi. C'est un petit peu plus lent au niveau du milieu, vu qu'on a justement cette rencontre entre les vampires et les sorciers, et il y a des petites choses étranges qui commencent à se passer. Donc on essaye de suivre un petit peu une sorte d'enquête aussi, donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, c'était très cool, donc je lirai le 2e tome avec plaisir pour terminer cette petite duologie. Ensuite, j'ai commencé ma lecture de Spark of the Everflame, comme je vous le disais la dernière fois, et comme je vous ai pas repris tout de suite, j'ai quand même bien avancé. Je suis page 293 au chapitre 19, et je crois que le roman fait 500 pages, quelque chose comme ça. Il fait 507 pages, donc j'ai quand même bien avancé, il me reste 200 pages à lire pour le terminer. Alors je sais pas pourquoi, je pensais clairement pour cette série, j'allais avoir du mal à rentrer dans l'histoire. Je m'étais dit qu'au niveau du style d'écriture ça allait être un petit peu compliqué, etc. Et du coup j'avais un peu peur de me lancer dedans. Au final, ça se dévore, on est tellement bien au niveau de l'histoire. Alors, je comprends les personnes qui disent que ce premier tome est très introductif et que à partir du tome 2, ça devient vraiment génial. Je comprends vraiment qu'on prévienne un petit peu en disant que c'est assez introductif dans ce tome 1, parce que c'est clairement le cas. On essaye vraiment de découvrir un petit peu l'univers dans lequel on met les pieds, on essaie de découvrir un petit peu qui est notre personnage principal et ce qu'elle est potentiellement capable de faire. Voilà. Cette histoire, on va suivre le personnage de Diem Bellator, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui va malheureusement subir une perte au niveau de sa famille, vu que sa mère va disparaître du jour au lendemain. En gros, sa mère travaille en tant que guérisseuse et Diem l'a suivie un petit peu dans ses pas, et elle est également très douée en tant que guérisseuse. Un beau soir, elle va rentrer, elle va apercevoir sa mère avec un homme qu'elle ne connaît pas, et c'est la dernière fois qu'elle va la voir, et sa mère ne va jamais rentrer chez eux. Donc il y a son père, son frère et elle qui vont rester tous les trois en essayant de la retrouver. Ils vont essayer de faire des rondes dans les alentours, ils vont essayer de poser pas mal de questions au niveau de la ville, voir si quelqu'un l'aurait vue. Malheureusement c'est
c'est pas le cas. Donc il y a vraiment tout un questionnement par rapport à qu'est-ce qui est arrivé à la mère de Diem. Diem se pose quand même pas mal de questions sur qui est cet homme à qui elle a parlé, vu qu'il s'agit d'un descendant. Dans cet univers, en gros, faut savoir qu'il y a eu des dieux qui sont arrivés sur la planète de nos personnages et parce qu'en fait leur propre planète, leur propre monde a été détruit. Donc ils se sont dit qu'ils allaient coloniser notre planète, voilà. Et ils sont arrivés bien sûr dans le monde des humains où les humains n'ont aucun pouvoir, donc forcément les dieux sont arrivés un petit peu en maître et ils ont gardé le contrôle en fait de ce monde-là. Ils ont fini par faire des papouilles avec des humains, des humaines, voilà. Ils ont eu des enfants que l'on appelle du coup les descendants. Les descendants se différencient un petit peu des humains, notamment par la couleur de leurs yeux. Ils se différencient également par la longévité de leur vie, le fait qu'ils sont également capables de faire de la magie. Alors de base, les descendants et les humains vivaient totalement normalement ensemble, parce que les descendants se sont aperçus que leur pouvoir devenait de plus en plus faible lorsqu'ils avaient des enfants avec des humains, donc ils se sont dit oula, on va peut-être arrêter. Donc ils se sont dit on va faire vraiment deux clans séparés entre les descendants et les humains et on va arrêter de faire des enfants ensemble, on va arrêter de vraiment vivre ensemble. Donc vous avez tous les descendants qui sont généralement dans les plus hauts postes à chaque fois, qui vivent très très bien, ils sont assez riches, ils étudient pendant très longtemps, sachant que les humains, à partir de 14 ans généralement, ils partent au travail, ça y est, c'est leur vie d'adulte qui commence, donc il y a vraiment une différence de vie par rapport aux humains et aux descendants. Et il y a de plus en plus de haine également entre les deux. Les gens essayent de pas trop se côtoyer, les humains essayent de vraiment laisser les descendants entre eux et éviter de se mêler de leur vie. Et on va dire que si jamais un descendant finit par faire un enfant avec un humain, il est obligé de tuer cet enfant. Voilà, donc il y a des situations un petit peu compliquées qu'on va voir notamment dans ce premier tome. On se pose quand même pas mal de questions sur pourquoi la mère de Diem parlait à un descendant et pourquoi elle avait l'air de limite lui faire du chantage. On avait l'impression qu'elle connaissait des choses que le descendant essayait de cacher et elle lui faisait des chantages par rapport à ça. Et pile ce jour-là, elle a fini par disparaître. Donc forcément Diem se pose pas mal de questions. Voilà un petit peu dans quel univers on met les pieds et nous on est vraiment basé sur suivre le personnage de Diem et ce qui va lui arriver. Déjà elle est un petit peu mise à l'écart par rapport aux humains puisqu'elle est très différente physiquement. Ses parents lui ont dit qu'elle avait eu une maladie qui l'avait changée quand elle avait une dizaine d'années et donc depuis ce temps-là, elle a les cheveux très très blancs et elle a les yeux également très gris, sachant que les humains, tous les humains ont les yeux marrons, toute une teinte de marron en fait, tous les yeux d'autres couleurs appartiennent aux descendants. Il y a pas mal d'humains qui pensent qu'elle est une descendante donc elle est mise de côté à cause de ça. Ses parents lui ont dit que c'était à cause d'une maladie et depuis ce temps-là, elle est censée prendre une poudre pour l'aider justement à ne plus avoir de vision, pour l'aider à aller bien tout simplement, sauf qu'elle va arrêter d'en prendre à la suite de la disparition de sa mère. Et elle va s'apercevoir quand même qu'il y a du changement au niveau de son caractère, de son tempérament, qu'il y a également du changement par rapport à ce qu'elle va être capable de faire. On va suivre également toutes ses évolutions, on va suivre ses découvertes également par rapport à elle-même. Donc c'est assez chouette pour l'instant parce qu'on a ce côté où on essaye de comprendre un petit peu la situation entre les descendants, entre les humains. Également un petit côté de rébellion qui commence à être amené tout doucement là dans ce premier tome. On a justement ce personnage de Diem qui va vachement évoluer puisque elle va de nouveau ressentir énormément de choses et elle va, on va dire qu'elle va avoir beaucoup de fureur en elle. Elle va vraiment avoir du mal à se contenir quand elle va rencontrer des injustices entre les descendants et les humains justement. On est vraiment sur un premier tome assez introductif. On va suivre Diem dans plusieurs missions de sa vie de guérisseuse aussi et ça va nous permettre de connaître le monde là et de connaître un petit peu ses capacités. Donc c'est très chouette pour l'instant, j'aime vraiment bien, je trouve que ça se lit tout seul. Je suis assez curieuse de voir un petit peu plus de choses concernant les descendants. On a également d'autres informations qui concernent les autres royaumes qui sont capables de faire d'autres types de magie aussi. Vous avez la carte avec les différents royaumes qui sont présents dans l'univers et vous avez vraiment des royaumes qui sont totalement interdits aux humains. Des royaumes où par exemple il fait extrêmement froid, où les humains ne peuvent pas survivre tout simplement, ou juste des royaumes où les humains sont interdits. Voilà, de base, on sait pas trop pourquoi. Donc je pense que peut-être dans les prochains tomes on va également voyager un petit peu plus et qu'on va suivre d'autres royaumes, d'autres cultures, ce genre de choses. Donc je suis assez intriguée par rapport à ça aussi. Donc oui, pour l'instant j'aime bien. Une prédiction coup de cœur pour l'instant, parce que ce premier tome reste assez introductif et il n'y a pas forcément moult action non plus. Mais je suis bien dans l'univers, je suis bien avec les personnages, je suis assez intriguée par la suite. Donc voilà, je pense que je vais bien avancer aujourd'hui, voire peut-être le terminer si jamais j'ai le temps de me poser. Il reste 200 pages, si jamais je me fais 2 petites sessions de lecture pour essayer d'avancer, il y a peut-être moyen. Surtout que
c'est quand même écrit très aéré, je trouve. Donc ça se dévore assez vite quand même les pages. Donc oui, on verra bien, mais je vais essayer de bien l'avancer là aujourd'hui. Et alors comme là je suis seulement à 16h20 au niveau du challenge, j'aurai encore du temps pour commencer une autre lecture, au moins peut-être 2, je ne sais pas. J'ai décidé de partir vers le titre Sur la peau des sorcières de Miranda Lynn, puisqu'il m'intrigue trop, vraiment j'ai trop envie de le lire. Je sais qu'on va partir sur un titre avec des épreuves, on va suivre du coup une sorcière. J'ai très envie de voir ce que ça va donner. Alors c'est un titre qui fait 475 pages, donc il va me prendre un certain temps de lecture. On verra bien si jamais j'ai le temps de caser autre chose après cette lecture là. J'ai trop envie de me faire mon propre avis sur cette série là, donc on va partir sur ce titre, j'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai déjà décidé de ma prochaine lecture. Et alors avant de clôturer ce petit point, je voulais également vous faire un petit haul puisque j'ai reçu les 2 petits achats que j'avais passés. Alors j'ai tout d'abord pris un autre titre de Rachel Gillig. Je pense que vous vous en doutiez vu que la dernière fois je vous ai présenté du coup le premier tome de sa nouvelle série. Évidemment j'ai pris la fin de sa première duologie que j'ai commencé, j'ai lu le premier tome, j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome, donc j'ai très envie de lire le tome 2, potentiellement là au mois de novembre puisque j'aimerais bien terminer cette duologie assez rapidement. Donc là c'est 2 couronnes corrompues de Rachel Gillig. J'ai trop hâte de retrouver les personnages et de voir comment ça va se passer au vu de la fin du tome 1 qui était quand même assez chouette, voilà. Donc j'ai trop hâte, vraiment. Il fait 470 pages en poche, donc ça va prendre un petit peu de temps de lecture, mais j'ai trop hâte de retrouver les personnages, donc je suis vraiment trop contente d'avoir pris ce titre là. Et après, évidemment, je ne pouvais pas ne pas prendre Saving Six de Chloé Walsh, qui est donc le tome 3 de la série Boys of Tommen. J'ai trop hâte de lire ce titre là. J'ai adoré les 2 premiers tomes qui sont juste ici. J'ai vraiment ressenti moult émotions en lisant ces 2 premiers tomes. J'ai adoré les personnages et j'ai notamment adoré le personnage de Joey qui est le personnage qu'on va suivre ici vu que là ça y est on va changer de POV et j'ai trop hâte de suivre son histoire. Alors je crois qu'on repart un petit peu dans le passé pour suivre sa rencontre avec Aoife, donc j'ai trop hâte de voir un petit peu comment ça s'est passé, de voir un petit peu tous les problèmes de Joey également et tout ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. C'est lui qui a subi énormément de choses au niveau de sa situation familiale, donc j'ai vraiment très hâte de voir un petit peu comment il pense, comment il ressent les choses et essayer de voir également le début de sa relation avec Aoife. Donc je suis trop contente d'avoir pris ce titre là. Il fait 725 pages, voilà, c'est également une belle petite briquette. Mais écoutez, les 2 premiers tomes c'était des briquettes, je les ai dévorés tellement on est bien dans l'histoire et on a juste envie c'est de savoir ce qui va se passer et de continuer à suivre les personnages. Donc franchement la taille de ces livres là ne me fait absolument pas peur. Donc je suis vraiment très contente là de mes 2 petits achats, 2 suites de séries qui me tardent vraiment de lire. J'ai trop hâte de me faire mon propre avis sur ces titres là. Donc oui, je suis trop contente là. Voilà pour le petit blabla du jour et pour mon petit update au niveau lecture. Je reviens demain ou après-demain vous faire un nouveau petit update pour vous dire si jamais j'aurais potentiellement réussi à terminer Spark of the Everflame et si jamais j'aurais commencé du coup sur la peau des sorcières qui me tente trop. Donc on verra bien. Je vais essayer de me faire des petits sprints lecture là cet après-midi pour avancer un maximum puisque hier par exemple j'ai très peu lu, j'ai lu 40 pages je crois, juste parce que j'avais vraiment du mal à me concentrer et j'ai pas eu beaucoup de temps dans la journée aussi. Donc là ça y est, je vais essayer de me poser un petit peu, essayer de relâcher un petit peu la pression de ces derniers jours qui ont été un petit peu compliqués. Donc je vais essayer de bien avancer et de pouvoir terminer Spark of the Everflame aujourd'hui. Bref, moi je vous retrouve du coup très vite pour vous faire un petit update. Je suis arrivée à 19h55 au niveau de ce petit challenge. Alors j'ai terminé une lecture, j'ai malheureusement DNF une lecture et du coup j'ai déjà choisi quel titre va m'accompagner là aujourd'hui pour continuer ces 24 heures readathon. Alors j'ai tout d'abord terminé ma lecture de Spark of the Everflame. Alors je vous dis un petit peu en combien de temps je l'ai lu tout de suite. Alors je l'ai lu en 5h08, je lui ai mis 3,5 puisque j'ai globalement beaucoup aimé ce premier tome. Il faisait 507 pages et donc ça fait une moyenne de 99 pages par heure, ce qui est vraiment correct pour un livre de fantasy romantasy. J'ai vraiment bien aimé ce premier tome, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai trouvé que ça se lisait vraiment tout seul. J'ai globalement bien aimé les personnages, j'ai bien aimé voir l'évolution du personnage de Diem parce que je trouve qu'elle est assez intéressante et elle évolue vachement dans ce premier tome, elle
se laisse pas marcher sur les pieds. N'hésite pas à remettre en question les paroles des personnes à qui elle tient, à qui elle fait confiance, juste parce qu'elle trouve que ce qu'ils font ou ce qu'ils disent, ce n'est pas juste. Donc je trouve ça vraiment très très chouette. Je lui ai mis que 3,5, on va dire, j'aurais pu lui mettre 4 étoiles, mais j'ai quand même trouvé que c'était vraiment un premier tome très introductif et qu'il manquait un peu d'action là dans ce premier tome. J'ai quand même vraiment beaucoup aimé ce qui s'est passé, j'ai bien aimé que l'autrice prenne son temps pour développer l'univers et les personnages aussi, et vraiment la fin donne super envie de lire la suite. Donc j'aimerais vraiment bien prendre le tome 2 dans pas longtemps pour essayer de continuer cette série, puisque j'ai envie de voir un petit peu dans quelle direction va partir l'histoire, j'ai envie de voir un petit peu plus de choses au niveau d'un certain personnage aussi, qui va probablement être le love interest je pense. Donc ouais, je me pose pas mal de questions sur l'univers encore, sur les autres pays, sur leur façon de fonctionner, sur également qu'est-ce qui va se passer pour notre personnage de Diem aussi. On a eu un petit épilogue qui donne très envie de connaître également la suite, puisqu'on se repose plein de nouvelles questions suite à cet épilogue là, donc c'était vraiment très chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je suis très contente de l'avoir découvert. Vraiment merci encore à Anina qui m'avait envoyé ce roman, parce que ça a été une très chouette découverte et je comprends pourquoi elle aime autant cette série. Très curieuse de lire la suite, vu que tome 2 et 3 sont déjà dispo en français, j'aimerais bien me mettre à jour par rapport à cette série. J'ai vu que le tome 4 du coup sortait en anglais au milieu de l'année prochaine, il me semble, vers juin-juillet. Donc peut-être qu'on aura une sortie un petit peu simultanée, ou alors peut-être que ça arrivera que pour septembre. Mais j'aimerais bien en fait essayer de me mettre à jour avant la sortie du tome 4 évidemment. Donc voilà, probablement le tome 2 et 3 vont rejoindre ma petite wishlist de Noël. Parce que j'ai très envie d'avancer dans cette série aussi. Donc je suis très contente de l'avoir découvert là dans cette vidéo. Donc merci d'avoir voté pour ce titre là, c'était vraiment très chouette. Alors après j'ai commencé ma lecture de Sur la peau des sorcières de Miranda Lynn, et malheureusement c'est un titre que je ne vais pas continuer. Alors j'en suis à la page 105, voilà. Donc il fait 470 pages je crois. Et alors du coup j'ai quand même noté combien de temps j'ai passé sur cette lecture là. J'ai lu pendant 1h43 pour 105 pages, ce qui est quand même énorme, ce qui fait un total de 61 pages par heure. C'est mon plus bas taux de pages par heure, tellement... Vous pouvez voir à quel point quand j'accroche pas trop à une lecture, je traîne ma lecture. Et c'est aussi pour ça que j'hésite pas à commencer peut-être d'autres lectures, parce que quand je vois que je suis pas dans le mood, j'essaye de commencer une autre lecture et j'arrive à lire beaucoup plus vite aussi. C'est aussi pour ça que j'arrive à lire un peu plus par mois. Là, je sentais que... il y avait quelque chose qui allait pas en fait au niveau de cette lecture. Cette histoire, on est dans un univers où il y a plusieurs covens, où vous avez là le coven de la lune plus précisément qu'on va suivre, vous avez le coven du feu, vous avez celui de la mousse, du murmure, de la forêt, enfin voilà, il y a vraiment plusieurs covens qui sont représentés sur une carte ici. Et on va suivre le personnage de Raven qui au tout début de ce roman avec ses amis, et ils vont retrouver en fait la chef de son coven morte devant leurs yeux. Donc il va y avoir évidemment une cérémonie de fête, il va y avoir un enterrement, il va y avoir les chefs des autres covens qui vont venir dans leur coven pour justement assister à la cérémonie, et il va notamment y avoir des joutes d'organiser qui leur permettent de choisir un nouveau chef pour leur coven. Donc c'est un petit peu ce qu'on va suivre là dans ce premier tome. Évidemment Raven n'est pas une sorcière comme les autres, puisque tous les autres sorciers et sorcières, lorsqu'ils font de la magie, en fait ils acquièrent au fur et à mesure des sorts. Vous avez des marques, des dessins qui s'ancrent sur leur peau, un petit peu comme des tatouages. Et donc on peut voir en fait au fur et à mesure qu'une sorcière par exemple est très très vieille, elle a sa peau vraiment remplie de tatouages puisqu'elle sait faire beaucoup de choses au niveau de la magie. Elle, il n'y a aucune marque qui s'est affichée sur son corps, alors qu'elle est capable de faire de la magie et qu'elle est capable de faire vraiment plusieurs choses. Elle a toujours été mise à l'écart par certaines personnes évidemment, vu qu'ils trouvent que c'est vraiment aberrant, qu'elle n'ait pas de marque, etc. alors qu'elle n'y est pour rien. Donc il y a vraiment tout un mystère également sur son personnage, qui elle est vraiment, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de marque qui s'affiche sur son corps avec la magie. Donc on essaye de savoir un petit peu qui elle est. Alors ce qui me dérange un petit peu dans ce titre là, je trouve que c'est globalement pas fluide au niveau de l'entrée dans le roman. J'ai vraiment eu du mal à m'imaginer un petit peu dans quel monde on mettait les pieds, j'ai vraiment eu du mal à m'attacher un petit peu au personnage. J'ai trouvé que il y avait notamment les parents de Raven et son copain, on va dire. La façon dont ils traitent Raven, c'est tellement frustrant, on a tellement envie de les baffer, on a tellement envie de leur dire mais
soit en fait vous lui cachez quelque chose et au bout d'un moment faut arrêter puisque bah, c'est plus une petite fille, soit vous arrêtez de la traiter comme ça, surtout son copain. Je dois vous avouer que j'ai vraiment eu du mal avec son personnage. Quelqu'un qui essaye quand même de contrôler un petit peu tous ses faits et gestes, qui essaye du coup de la caser, qui essaye de voilà, toi tu vas juste ne plus travailler, on va se marier, on va faire des enfants et puis c'est tout quoi. Donc d'ailleurs un petit peu dans Spark of the Everflame il y avait ça également, le copain justement de Diane Bellator, il y avait également ce truc là et vraiment c'est tellement frustrant de voir ce genre de relation, même si bon bah c'est pas forcément la romance qui va vraiment être au premier plan et celle qui va être importante dans l'histoire, c'est tellement frustrant de voir déjà ça dans des livres. Là on retrouve un petit peu ça aussi et je sais pas, en fait j'ai vraiment juste du mal à accrocher au titre là. J'ai trouvé qu'on avait plusieurs scènes similaires à d'autres titres, alors que par exemple il y a une scène, clairement on aurait dit la première épreuve du parapet dans Fourth Wing, sauf que techniquement ce livre là est sorti avant Fourth Wing, du coup ça me paraissait bizarre. Il y a par exemple le moment où les personnes du Coven de la Lune vont pouvoir mettre leur nom dans une sorte d'urne pour dire que voilà, ils participent aux joutes. Ça faisait clairement comme dans Harry Potter et la Coupe de Feu, avec justement le moment où les élèves vont pouvoir aller mettre leur nom. Vous avez l'urne en plein milieu et vous avez comme un cercle de protection autour qui vont empêcher par exemple les élèves qui ne sont pas assez âgés d'entrer dans ce cercle pour mettre leur nom. Là c'est un petit peu pareil mais avec du coup le fait que ce soit que les personnes qui sont du Coven de la Lune qui peuvent rentrer dans ce cercle là pour mettre leur nom. Du coup je trouvais ça assez similaire aussi. Vous avez aussi par exemple le fait que tous les sorciers sorcières finissent par avoir des marques sur leur peau. J'ai trouvé que c'était assez similaire par exemple à la série The Mortal Instrument, avec justement tous les tatouages qu'ils ont au fur et à mesure et qui leur permettent de faire de la magie. Donc oui. En fait, ça me paraissait juste bizarre, j'avais l'impression d'être dans plein d'univers différents et je sais pas, j'ai vraiment du mal à m'attacher au personnage, à avancer plus que ça dans ma lecture, donc j'ai vraiment l'impression que ça colle pas avec moi. J'ai déjà fait quelques retours de partenaires Corrigan et j'ai quand même vu des personnes qui ont aimé ce titre-là, donc je pense que voilà, c'est peut-être juste moi qui colle pas vraiment aux vibes de ce livre-là. Pourtant on a vraiment un très très bon côté sorcellerie justement avec ce côté Coven, etc. Je me suis dit mais ça va me plaire parce qu'on est vraiment à fond côté sorcellerie dans le côté Coven, tout ça, et je pensais vraiment que ça allait me plaire plus que ça, donc je suis un peu triste de pas accrocher et de juste traîner ma lecture, et je sais que si jamais je continue, déjà je vais mettre une plombe à le lire. De ça j'ai pas forcément envie de noter le livre genre 2 étoiles juste parce que j'aurais décidé d'aller jusqu'au bout juste pour au final ne pas l'aimer quand même. Alors je sais également que certaines lectures des fois peuvent être beaucoup mieux dans la dernière partie. Mais par exemple pour Spark of the Everflame, c'était hyper introductif, il se passait pas forcément beaucoup de choses, mais j'ai directement accroché à l'univers, j'ai directement accroché au personnage, et du coup ça me donnait envie de continuer. Je trouvais ça vraiment très fluide, j'avais plein de questions, j'avais juste envie de continuer pour avoir des réponses. Là c'est pas trop le cas. Donc malheureusement ça va être un petit DNF pour ma part. Je suis assez dégoûtée, vraiment, parce que je pensais vraiment adorer ce titre-là. J'adore les histoires de sorcières, j'adore les histoires de vampires. C'est vraiment les personnages et les créatures que j'aime le plus retrouver dans les titres d'imaginaire, de fantasy, romantasy. Donc je suis un petit peu triste, voilà voilà. Donc après cette petite déception, j'ai rien lu d'autre hier vu que je l'ai DNF hier soir, voilà, j'ai rien commencé d'autre, mais ce matin je me suis dit que j'allais partir vers une valeur sûre, donc vers une suite de séries, et j'ai décidé de terminer la série Charming Cove, donc c'est Dictionnaire amoureux des loups-garous de Lindsay Hall. J'ai trop hâte de lire ce titre là. Alors là du coup il me reste techniquement 4h05 de lecture, et alors il fait 309 pages. Donc je pense que normalement je devrais l'avoir terminé avant la fin du petit challenge, mais j'ai déjà décidé quelle sera la lecture que je vais à peine commencer en fait pour terminer un petit peu le temps qui me reste pour ce challenge. Donc je vais déjà lire ça, ça va m'accompagner, ça va être le dernier titre vraiment que je vais terminer pour cette vidéo ici. Et après j'ai décidé de commencer un titre que je lirai du coup dans un autre vlog que je commencerai juste après celui-là, qui est donc sans surprise l'Empire de l'Aube, voilà. J'ai décidé que si jamais il me restait peut-être 1 heure ou 45 minutes, je sais pas trop, je vais commencer l'Empire de l'Aube et ce sera ça qui va terminer mon petit challenge. J'ai trop hâte de me lancer dans cette lecture, vous pouvez pas savoir, j'ai juste envie de me plonger dans ce tome 3 et de terminer cette trilogie. J'ai trop envie, vraiment, j'ai peur de voir comment ça va se terminer, mais j'ai trop hâte quand même de le terminer, donc
Voilà, en plus de ça, aujourd'hui je vais recevoir un petit service de presse qui sera également lu dans la même vidéo que pour l'Empire de l'Aube. J'ai trop hâte également puisque c'est une suite de séries de fantasy que j'attends avec une impatience de dingue aussi. Donc ça, voilà, prochain vlog, il va y avoir de la fantasy, je vous le dis. Ça va vraiment être un vlog full fantasy avec vraiment potentiellement que des lectures coup de cœur, on sait jamais, puisque là clairement c'est une prédiction 5 étoiles, la deuxième lecture ce sera une prédiction 5 étoiles. Faut voir un petit peu ce que j'arrive à lire dans le prochain vlog, puisque là ça fait 1200 pages, donc ça va me prendre un petit peu de temps de lecture, mais j'ai vraiment trop hâte de le lire. Donc peut-être que le titre de la vidéo ce sera je lis des prédictions 5 étoiles, des prédictions coup de cœur. Puisque franchement, déjà les 2 lectures que je veux lire pour cette vidéo là c'est le cas. J'aimerais bien me caser également The Will of the Mini et c'est également une petite prédiction coup de cœur aussi, donc voilà, on verra bien. Mais en tout cas, ce livre là va m'accompagner pour cette fin de vidéo, cette fin de challenge. J'ai hâte quand même d'arriver à la fin de ces 24 heures readathon, je vous avoue, parce que là ça va faire un petit moment que je vous prends avec moi pour cette vidéo, mais voilà, on va terminer cette vidéo avec 2 lectures un peu doudou. Une lecture pour terminer une série, et là je vais la commencer seulement dans cette vidéo évidemment, mais ça me permettra aussi de terminer une série. Donc ça c'est cool, j'avance dans mes séries, puisque j'ai pas encore terminé de série pour le mois de novembre. Ça me permettra de cocher cette petite case là, puisque je tiens sur mon bullet journal justement une petite page où je colorie à chaque fois, chaque mois, dès que j'ai réussi à terminer une série, vu que c'était mon goal de l'année. Pour l'instant j'y suis arrivée, il me reste plus que là, novembre et décembre. Sur mon challenge, je terminais une série par mois, il y a même certains mois où j'en ai terminé plus, et d'ailleurs au mois de décembre, j'aimerais bien limite me faire une petite vidéo, vlog sur je termine certaines séries, puisqu'il y a notamment des suites de séries là qui vont sortir en décembre, que j'aimerais bien me caser aussi. Franchement, j'ai commencé à me faire un visuel avec tous les titres que j'aimerais bien lire avant la fin d'année. C'est vraiment beaucoup. Je pense que là, je pense que je vais plus pouvoir rajouter de titres, puisque j'ai vraiment trop de titres. Il y a vraiment des belles briquettes d'ailleurs que j'aimerais bien lire avant la fin d'année. J'ai l'impression que mon planning est casé jusqu'au 31 décembre. Là, ça y est, j'ai plus de place. Donc voilà, j'ai très envie. Après, il faut voir un petit peu mon rythme de lecture également par rapport à telle ou telle briquette. Là, par exemple, pour l'Empire de l'Aube, j'ai pas forcément peur du temps que je vais consacrer à ce titre-là, puisque déjà les 2 premiers tomes se sont lus quand même assez vite, malgré le nombre de pages. Et je pense que là, vu que c'est le dernier tome de la série, il va y avoir pas mal d'action. Je pense que ça va se dévorer. Donc je pense pas rester dessus pendant 20 jours non plus. Il y a moyen quand même que je lise pas mal des choses que je souhaiterais lire avant la fin d'année. Enfin bref, je vais vous laisser là pour ce petit clip. Je vous partagerai ma réception d'aujourd'hui très certainement demain. Oui, très certainement demain. J'aimerais bien terminer ce vlog demain, puisque là aujourd'hui j'aimerais bien peut-être lire la totalité de Charming Cove, on ne sait jamais, puisqu'il fait 300 pages. Je vais essayer de me faire des petits sprints de lecture là cet après-midi, ça pourrait être chouette. Mais oui, on verra bien si jamais j'arrive à le lire dans sa totalité ou pas. Mais il me reste 4 heures de lecture, donc on va dire... de toute façon, si jamais je viens vous voir demain, par exemple, en fin d'après-midi pour clôturer le vlog, ça peut le faire aussi. Comme ça, ça voudrait dire que je dois lire au moins 2 heures aujourd'hui, 2 heures demain. On va espérer réussir à faire ça, on verra bien. Donc bref, moi je vous retrouve du coup dans le prochain clip pour normalement terminer ce vlog.
c'est parti pour faire le tout dernier update dans ce long reading vlog. Alors j'ai un petit haul à vous faire et j'ai également bien sûr des petits updates lecture à vous faire aussi. Alors je vais peut-être commencer par le haul, comme ça ce sera fait. Alors j'ai reçu tout d'abord un titre des éditions Verso et je suis vraiment trop contente puisque c'est la suite de la série Addicted que j'ai reçue. Donc c'est Hothouse Flower de Krista et Becca Ricci. Donc là on est sur le tome 5. Je l'ai reçu assez rapidement puisque il ne sort pas en librairie tout de suite. Il sort que le 28 novembre, voilà. Donc là on est sur d'autres POV encore puisqu'on est sur le POV de Daisy et de Rick. Donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça a donné aussi. Donc je pense qu'après ma petite session full fantasy là, je vais avancer dans cette série là, je vais me mettre à jour. Puisque là va falloir attendre au mois de janvier ou février je crois pour avoir la suite en librairie. Donc voilà, je me ferai la petite session pour découvrir l'histoire de Rose et Connor et de Daisy et Rick. Et j'ai vraiment trop hâte, vraiment j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et surtout avec ce titre là, parce que j'avoue que les deux ont un tempérament assez fort. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donnait avec ce titre. Et alors du coup ils nous ont mis un petit papier là avec, qui est marqué « Ils n'ont jamais reculé devant le danger, sauf peut-être celui de s'aimer ». Voilà. Donc vraiment trop hâte de lire ce tome 5. J'aime vraiment beaucoup cette série. En fait vraiment cette série je l'aime de plus en plus au fur et à mesure que je découvre les tomes, puisque on est vraiment sur un titre où j'ai l'impression que les personnages font partie de ma famille au fur et à mesure. Donc tellement je m'attache à eux. Et encore je me dis, j'ai lu que les 3 premiers tomes pour l'instant, donc sachant que la série va faire 10 tomes au total, ça promet. Au niveau attachement des personnages ça promet. Et alors l'autre titre que j'ai reçu des éditions de Sacus cette fois-ci, je suis trop contente puisque c'est le titre que je vais lire après ma lecture de l'Empire de l'Aube et j'ai trop hâte. C'est La République du Dragon de R.F. Kuang qui est donc le tome 2 de la trilogie. La trilogie s'appelle La Guerre du Pavot, je crois que le nom de la série c'est comme ça. J'ai trop hâte, vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point. Je suis trop contente là de l'avoir reçu. Alors c'est une belle petite briquette également, il fait 750 pages à peu près. Mais le tome 1 avait été un tel coup de cœur que franchement c'est également une prévision 5 étoiles, une prévision coup de cœur. J'ai trop hâte de le lire, vraiment j'aime trop la couleur en plus un peu bleu, marron comme ça. J'aime beaucoup leurs éditions brochées, alors j'aime beaucoup l'édition reliée qu'ils ont pu faire, mais l'édition brochée est vraiment trop belle. Elle est assez sobre mais j'aime vraiment beaucoup les illustrations et les petites couleurs, donc j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte, je suis vraiment trop contente là d'avoir aussi. Voilà pour les 2 titres qui ont rejoint ma bibliothèque. Et alors maintenant on va passer au petit update lecture puisque j'ai bien terminé ma lecture de Charming Cove tome 3. Forcément venue vous voir pour faire un update à mi-parcours puisque le livre fait 300 pages, ça s'est dévoré. Et encore une fois j'ai passé un super moment de lecture, vraiment j'ai adoré ma lecture. C'est vraiment une série un peu bonbon, une série doudou, vraiment je suis trop bien à chaque fois que je lis ces titres là. Je sais que il va y avoir des petites péripéties mais que ça va forcément bien se terminer et que je sais pas, je vais juste bien aimer, je vais être bien dans ma lecture. Donc là je lui ai mis 4 étoiles pour ma lecture de ce titre là. Je l'ai lu en 2h45, il faisait 311 pages, ce qui fait un total de 113 pages par heure. Vraiment très contente d'avoir lu ce tome 3 de cette série Charming Cove. Alors j'ai regardé sur Goodreads et je n'ai pas vu de tome d'après, donc techniquement c'est le dernier tome de cette série, même si l'autrice pourrait complètement revenir dans cette série à un moment donné puisque c'est vraiment que des tomes compagnons qui se passent dans cette petite ville de Charming Cove. Alors ici comme pour le premier et deuxième tome, on va suivre une sorcière qui a vraiment du mal avec ses pouvoirs magiques. En gros elle était partie vivre à New York pour vivre avec son petit ami, sauf qu'au tout début de ce roman là on va dire qu'elle est tombée sur un papier qui lui disait de venir la retrouver justement dans un grand hôtel, un dîner aux chandelles. Donc elle va s'apprêter, elle va y aller et en fait elle va se rendre compte que le mot n'était pas pour elle mais pour l'autre femme que voyait son petit ami techniquement. Elle va se rendre compte qu'il était en train de la tromper depuis pas mal de temps, donc elle va tout simplement décider de repartir dans la ville, dans sa ville natale et dans la ville notamment où habite sa grand-mère qui est Charming Cove. Elle va passer la nuit dans les transports pour aller jusqu'à là-bas et lorsqu'elle va arriver à Charming Cove, elle va tomber directement nez à nez avec le notaire et le notaire va lui dire voilà, en fait votre grand-mère est décédée. Et ça va faire 1 mois que j'essaye de vous
joindre pour prendre contact avec vous, pour vous annoncer cette nouvelle et pour vous dire qu'elle vous a légué une propriété. Et il va également lui dire que sa grand-mère lui a légué une propriété qui est juste à côté du village de Charming Cove, qui est un tout petit peu plus en retrait. Une propriété qui est dans un sale état, et en gros sur le testament sa grand-mère lui a noté souhaitait qu'Isobel remette en état cette maison et qu'elle avait un mois à partir de son arrivée à Charming Cove pour y arriver. Et si jamais elle ne parvenait pas à reconstruire cette maison, eh bien elle n'héritait pas de cette maison tout simplement. Donc à son arrivée à Charming Cove, elle va avoir un défi déjà pour retaper cette maison. On n'est pas forcément sur un gros côté de deuil malgré la perte de sa grand-mère, puisqu'Isobel a quasiment pas eu contact avec sa grand-mère depuis tant qu'elle est jeune. Ça touche un petit peu, mais pas vraiment tant que ça puisque ça restait une inconnue. Elle de base, elle voulait revenir également pour essayer de renouer avec sa grand-mère, essayer de construire quelque chose puisqu'elle n'a plus qu'elle. On n'a pas forcément de passage trop dur à lire par rapport au deuil, hein, je tiens à préciser parce que voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez léger, quelque chose avec des bonnes vibes, pas de côté très triste par rapport à ça. Et donc on va suivre notre personnage d'Isobel qui va arriver, qui va aller voir un petit peu cette demeure. Sur le testament, elle est techniquement aussi propriétaire d'un hangar à bateau qui est pas très loin de la demeure. Et donc le notaire lui dit voilà, il y a une sorte de petit appartement dedans. Votre grand-mère y a déjà séjourné plusieurs fois, si vous voulez. En attendant que vous retapiez cette demeure, vous pouvez vous installer là. Mais lorsqu'elle va arriver dans cet appartement, dans ce hangar, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas toute seule et qu'il y a un homme qui est là. Elle va d'ailleurs le rencontrer dans une situation un petit peu compliquée. Donc il y a un homme qui s'appelle Rafe, qui techniquement a acheté également cet hangar avec cet appartement. Donc il lui montre aussi des papiers de notaire en disant bah non, ça m'appartient, et elle lui dit bah non, je viens d'hériter de cet endroit. Donc il y a un petit conflit à ce niveau-là, on va suivre un petit peu la rencontre entre les deux. Ils vont cohabiter un petit peu vu qu'il y a deux endroits où ils peuvent dormir au niveau du hangar. On a un petit côté cohabitation forcée, on a également le côté où Isobel va retrouver un peu cette ville de Charming Cove avec tous les aspects qu'elle adorait, toute la communauté magique également qui vit là-bas, donc elle va faire la rencontre de sorcières notamment. On va également revoir les personnages qu'on avait rencontrés dans les premiers et deuxième tomes. Donc il y a vraiment tout ça qui se mélange et il y a forcément une petite romance. Aussi découvrir pas mal de choses sur la maison qu'Isobel a héritée, puisqu'apparemment il n'y a plus aucun ouvrier qui souhaite faire de travaux là-bas. Apparemment la maison serait hantée, ou alors il y aurait une malédiction sur cette maison, donc on essaye de creuser un petit peu ça aussi, et on essaye aussi de comprendre quels sont les pouvoirs d'Isobel, vu qu'elle va accepter de refaire de la magie. Elle avait bridé un petit peu ses pouvoirs lorsqu'elle était avec son ex, puisque son ex lui disait que ça servait à rien ses pouvoirs, que de toute façon elle n'en avait pas besoin, donc elle avait arrêté de faire de la magie à cause de lui. Donc là elle se redécouvre un petit peu, donc il y a vraiment pas mal de petites thématiques qui sont abordées qui sont très chouettes, c'est vraiment très cosy comme d'habitude. Ça reste une petite rom-com paranormale, donc c'est sans prise de tête, ça se lit bien, on est vraiment bien dans l'histoire. Donc forcément j'ai adoré, forcément j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai vraiment bien aimé la romance aussi, puisque notre petit love interest est un métamorphe loup-garou, donc on amène encore une autre créature. On avait eu un vampire dans les tomes d'avant, donc c'est très chouette d'avoir des créatures différentes aussi, et il y a vraiment tout un côté bienveillant, un côté également où les personnes qui habitent dans cette ville aident à peu près tout le monde, même quand c'est des personnes qui viennent d'arriver. On a encore plus de good vibes avec ce côté-là. Donc oui, c'est vraiment trop chouette. Je suis assez triste d'avoir lu ce dernier tome, mais en même temps, je suis très contente aussi, puisque c'était vraiment trop bien de découvrir ces petites aventures au fur et à mesure. J'ai vraiment passé un bon moment avec cette série. De briquettes de fantasy, vraiment, ça permet de lire quelque chose d'assez doudou, d'assez chouette, avec toujours une happy ending et avec de bonnes vibes, avec de la magie, avec des métamorphes, avec des vampires, ce genre de choses. Donc c'est vraiment cette série si jamais vous aimez bien lire des titres un petit peu d'urban fantasy, de rom-com paranormal comme ça, parce que ça se dévore. C'est vraiment pas un titre qui va vous prendre très longtemps au niveau lecture, et c'est vraiment trop bien. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir lu. Donc c'était le dernier titre que j'ai terminé officiellement là pour ce petit challenge. Sinon j'ai commencé ma lecture de l'Empire de l'Aube évidemment, et alors je vais vous dire directement à combien je suis arrivée. Donc là j'en ai lu pendant 1h19 pour pouvoir clôturer ces 24 heures de lecture, et j'en ai lu 116 pages. J'ai fait un total de 88 pages par heure pour l'instant avec ces 116 pages de lu. Je suis trop bien dans l'histoire. Alors j'ai avancé un petit peu plus puisque là je suis arrivée page 165. Qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis trop contente de retrouver l'univers, de retrouver les personnages. Voilà.
Je sens que c'est un livre que je vais lire beaucoup trop vite à mon goût, même si c'est une briquette de 1100 et quelques pages, je sens que je vais le dévorer trop vite et je vais être trop triste puisque c'est le dernier tome et j'ai juste pas envie de quitter cet univers, j'ai peur de savoir comment ça va se terminer, mais en même temps je suis trop bien, vraiment je suis trop bien dans cette histoire. Là on a déjà des petites choses qui se sont passées, là on a retrouvé un petit peu nos personnages par rapport à la situation de la fin du tome 2 qui était assez chouette, assez intéressante. Il y avait pas mal de petits rebondissements dans la fin du tome 2. Et là j'avoue que j'attends de voir d'autres petits POV également, puisque là on est principalement avec le personnage de Gabriel. Donc j'attends de voir d'autres POV, j'attends de voir un petit peu l'ensemble de l'histoire se rejoindre pour donner vraiment la version finale. Puisque si jamais vous ne connaissez pas cette série, sur une trilogie de Dark Fantasy, alors il y a vraiment beaucoup de trigger warning dans cette série là. Vraiment il y a des trigger warnings au niveau de tout ce qui est massacre, il y a des descriptions également de cadavres, on va parler de vampires donc forcément c'est lié à ça aussi. Vous avez la mort de certains animaux qui vont être évoqués aussi, c'est des passages assez durs à lire, notamment un dans le premier tome je crois, qui je m'en rappelle toujours. Vous avez également des passages explicites aussi, donc voilà, il faut s'attendre à avoir pas mal de trigger warning, mais c'est trop bien, voilà. Dans cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez les humains qui ont toujours vécu avec des vampires, sauf qu'on essaye de comprendre un petit peu de où viennent les vampires et comment est-ce qu'ils ont été créés, ce genre de choses, donc il y a vraiment toute une explication par rapport à ça qui va être évoquée au fur et à mesure de la trilogie, mais un beau jour, il va y avoir la mort du jour, c'est-à-dire que le soleil va finir par disparaître au fur et à mesure, et sur cette planète, vous allez avoir de moins en moins d'endroits ensoleillés, ce qui fait que les vampires vont pouvoir dominer ce monde-là et ils vont tout ravager sur leur passage. Les humains vont juste avoir du mal à survivre, il va y avoir des vampires à chaque coin de rue. Donc il y a vraiment cette peur-là qui s'accentue où il y a de moins en moins d'endroits ensoleillés et vous avez vraiment les vampires qui prennent le dessus surtout et les humains sont traités comme des esclaves et comme juste des bêtes en fait qu'on utilise pour se nourrir tout simplement. Et vous avez vraiment des grosses familles de vampires dans cet univers-là. D'ailleurs même dans ce tome 3 on a encore un petit résumé des différentes lignées de vampires. Vous avez par exemple la lignée Voss qui possède une résistance surhumaine à la violence physique. Les aînés sont aussi capables de lire dans les pensées et s'adresser aux esprits. Vous avez par exemple les chastins qui exercent leur volonté sur les animaux de la terre et du ciel et les formes qu'ils adoptent sont nombreuses. Enfin vous avez vraiment plusieurs types de capacités en fonction de quelle lignée de vampires vous descendez. Vous avez également un peu de la chair à canon on va dire, c'est-à-dire des humains qui ont été transformés en vampires mais à un stade de pourriture on va dire beaucoup trop avancé, ce qui fait qu'ils ne pensent plus par eux-mêmes et c'est limite des zombies qui attaquent un petit peu tout ce qui bouge et qui cherchent juste à manger, voilà. Donc vous avez un petit peu cette chair à canon qui fait également partie de l'armée de vampires. Donc au fur et à mesure de cette trilogie vous avez le personnage de Gabriel le Léon qui va justement évoquer un petit peu tout ce qui s'est passé dans sa vie. Là au début du premier tome il est retenu captif et donc on va suivre un petit peu tout ce qu'il va dire depuis son enfance, avoir différentes temporalités notamment dans le premier tome. On va suivre le moment où il a rejoint les Sangs d'Argent, c'est-à-dire les personnes qui vont combattre les vampires. Donc on va suivre un petit peu toute sa vie. Au fur et à mesure son nom a vraiment fait parler de lui au niveau des vampires, au niveau de l'Empire, tout ça. On essaye de comprendre pourquoi il est si important et on essaye de voir est-ce que les humains vont essayer de contre-attaquer contre les vampires, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, ce genre de choses. Vous avez beaucoup de personnages secondaires qui vont être amenés au fur et à mesure, mais des personnages secondaires hyper charismatiques, vraiment c'est trop bien. Donc oui, j'aime trop cette série. C'est vraiment une série où j'ai vraiment du mal à vous faire un résumé correct puisque tous les tomes font quasiment 1000 pages, il se passe énormément de choses. Le world building qu'a construit l'auteur est génial au niveau des lignées des vampires, au niveau de tout ce qu'il va mettre en place, donc c'est vraiment une série que je vous conseille à 1000%. Si jamais vous aimez la dark fantasy, si jamais vous êtes sensible par rapport à certains trigger warnings, faites attention à vous évidemment, mais si jamais la dark fantasy vous appelle un petit peu, foncez, vraiment foncez parce qu'il y a de tout dans cette série et c'est juste trop bien. Donc là pour l'instant je me régale, vraiment je me régale avec cette lecture. J'aimerais bien la dévorer là cette semaine pour pas non plus y consacrer trop de temps puisque j'aimerais beaucoup partir là-dessus après. Voilà, mais là vraiment j'espère vraiment que dans le prochain vlog je viendrai vous dire c'est un coup de cœur et c'est un coup de cœur aussi. Vraiment c'était deux séries que j'attendais avec une impatience de dingue.
Donc bref, voici la petite lecture qui va m'accompagner durant les prochains jours. J'ai vraiment très hâte de continuer à lire ça, donc je vais continuer ça d'ailleurs là tout à l'heure, voilà. Donc voilà pour les dernières petites lectures pour ce 24 heures readathon. J'espère que cette longue vidéo vlog vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis si jamais vous avez pu lire l'un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Est-ce qu'il y a des romans qui vous tentent? Est-ce qu'il y a des romans qui sont déjà dans votre pile à lire, dans votre wishlist? N'hésitez pas à me dire également si vous souhaitez que je refasse ce genre de petit challenge aussi au mois de décembre. Alors je sais pas si je pourrais faire un 24 heures readathon, mais peut-être au moins un 12 heures. Peut-être pendant l'un des weekly vlogmas, je pourrais essayer de me caser un petit challenge comme ça. Ça pourrait être très sympa également d'en refaire un là au mois de décembre, histoire d'avancer un petit peu dans toutes les lectures que je souhaite lire avant la fin d'année. Donc n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo et que vous souhaitez mettre un petit emoji dans les commentaires pour marquer votre passage par ici, et bien écoutez, on va prendre la dernière lecture que j'ai terminée, donc c'est Charming Cove. Et alors si jamais vous voulez mettre un petit emoji, vous pouvez me mettre un emoji loup, vous pouvez me mettre un emoji avec la lune, avec des étoiles, ou alors avec des petites feuilles vu que c'est ce qu'on retrouve ici. Bon moi du coup j'arrête la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.